Nouvelle session de l'information suspect de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Bénin se lance dans un vaste chantier pour redonner au nom des rues, places et quartiers le sens historique et identitaire. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 décembre a décidé la mise en place d'une commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale à suivre l'intégralité des décisions en début d'édition. Le mercredi 3 décembre a marqué l'ouverture de l'atelier national consacré à la validation des résultats de la phase 2 du projet Biodev 2030. Pendant 2 jours, les différents acteurs examineront les avancées du programme et analyseront les conclusions de cette étape. À la page inter, Emmanuel Macron a entamé une nouvelle séquence diplomatique en Chine. Accueilli en grande pompe au Palais du Peuple, le président français a appelé Xi Jinping à rééquilibrer les échanges commerciaux avec l'Europe. Le Bénin s'apprête à doter ses rues et espaces publics de noms mettant en valeur l'histoire nationale. Une commission dédiée à la toponymie et à la mémoire nationale en pilotera désormais l'attribution. Cette mesure fait partie des décisions actées lors du Conseil des ministres du 3 décembre au cours duquel il a également été question de la maîtrise d'œuvre complète pour la reconstruction des centres hospitaliers départementaux de l'Atakora et de la Donga. Plus de détails avec le porte-parole du gouvernement. Mise en place de la commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale. Cette initiative participe de la volonté du gouvernement de reconstruire un narratif cohérent avec le vécu de nos héros et notre identité, en inscrivant notre histoire dans la trame du présent et dans l'imaginaire des générations futures. L'objectif est de rééquilibrer notre mémoire nationale, de la replacer dans le sillage de la vérité historique, de la cohésion sociale et de la fierté partagée à travers la dénomination des lieux, espaces et rues. Elle permettra, par ailleurs, de renforcer l'élan de renaissance mémorielle et identitaire de notre pays dans la continuité d'actions emblématiques telles que le retour de biens culturels, l'érection des statues de Bioguera et de l'Amazone, la construction du monument aux dévoués dans le jardin de Mathieu à Cotonou. La commission pluridisciplinaire constituée aura pour mission de proposer, à travers une démarche scientifique, historique et inclusive, une nouvelle cartographie du Bénin en ce domaine, une géographie de la mémoire et de la dignité retrouvée. De façon spécifique, elle veillera notamment à identifier les lieux à rebaptiser, constituer une base de données documentée des toponymes valorisant les figures et événements marquants du pays. 2 sociétés sont éligibles au régime des investissements spécifiques. Il s'agit de ECA World SAS pour son projet de construction et d'exploitation d'un écoparc de loisirs dans la vallée de Sitatunga, arrondissement de Zinvier, commune d'Abomey-Calavi, et de Benegas Transformation and Solutions SA pour l'installation d'une conduite de gazoduc reliant la centrale électrique de Maria Gleta à la zone industrielle de Glodjibé et la construction d'une station de décompression de gaz naturel comprimé dans la zone industrielle de Glodjibé. La réalisation de ces 2 projets va impacter positivement les secteurs touristiques et industriels autant qu'elle contribuera à la création d'emplois décents. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre de la reconstruction des centres hospitaliers départementaux CHD de l'Atakora et de la Donga. À la suite d'un audit réalisé en 2018, il a été recommandé de reconstruire le CHD Atakora afin de relever la qualité des infrastructures et subséquemment celle des prestations au profit des usagers. Quant au CHD Donga, mis en service en 2014 alors que le chantier était inachevé, il nécessite une mise aux normes pour assurer la disponibilité du paquet de services essentiels. Les travaux, une fois achevés, garantiront la fonctionnalité optimale de ces 2 centres hospitaliers, leur permettant de jouer un rôle d'hôpitaux de référence par le renforcement de l'offre de soins dans les 2 départements. En vue de leur bonne exécution, la maîtrise d'œuvre complète intégrant les études de conception architecturale,
les études techniques, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle. Donc la maîtrise d'œuvre devra être conduite avec professionnalisme. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la contractualisation avec des sociétés expérimentées et instruit les ministres concernés de veiller au suivi rigoureux des chantiers. En point 3, contractualisation pour l'implémentation de la plateforme de recherche, d'investigation et d'analyse médico-légale PRIAM. L'absence d'un dispositif d'analyse ADN constitue une faiblesse structurelle majeure dans le fonctionnement de la chaîne judiciaire des pays de la sous-région. Cette lacune impacte négativement la célérité des procédures, la résolution des affaires criminelles complexes et la souveraineté de l'État en matière de gestion des données sensibles. Aussi, le PRIAM se veut-il une solution pertinente visant à doter l'État d'un laboratoire national d'analyse ADN autonome conforme aux standards internationaux. Le projet consistera notamment en la mise en place d'un laboratoire modulaire robotisé de 220 mètres carrés entièrement équipé, adapté aux conditions climatiques locales. La préservation de la biodiversité franchit une étape décisive avec la mise en œuvre de la phase 2 du projet BioDev 2030, un programme stratégique qui place la nature au cœur des priorités de développement. Réunis à Cotonou ce mercredi, experts nationaux, acteurs politico-administratifs et organisations de la société civile ont entamé 2 jours de travaux en vue de la validation des résultats. Précision avec Romaric Dossa et Bernardin Bonobo. Bientôt 2 notes conceptuelles seront soumises aux politiques afin de réconcilier développement économique et conservation du capital naturel du Bénin. Elles concernent essentiellement les secteurs agricoles et forestiers. C'est le fondement de cet atelier national de validation des résultats de la phase 2 du projet BioDev 2030. Ouverte ce mercredi 3 décembre 2025, ces assises de Cotonou ont réuni la plupart des composantes de la société béninoise, à savoir les experts, les cadres à divers niveaux, les acteurs de la société civile, les têtes couronnées, les chefs de culte, les partenaires techniques et financiers et les personnalités politico-administratives. Au cours de cette phase du projet BioDev 2030, je puis noter que la collaboration avec le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a permis d'appréhender autrement les voies de renforcement de la cohérence entre les politiques sectorielles et les enjeux de conservation avec les réalités endogènes, les attentes des acteurs et les impératifs du développement durable. C'est pourquoi dans ce projet qui s'achève et comme partout d'ailleurs, nous ne ménageons aucun effort pour accomplir à hauteur de nos capacités cette noble mission que la République nous a confiée. C'est dans cet élan d'esprit que nous avons travaillé de concert avec l'Union internationale pour la conservation de la nature pour permettre d'avoir à ce jour les résultats qui seront soumis dans quelques instants à votre appréciation. Ces résultats de la phase 2 du projet BioDev 2030, qui feront objet de débat au cours des 2 jours que va durer cet atelier, sont le fruit de travail rigoureux fondé sur une approche scientifique solide. Elle est appuyée par un diagnostic sectoriel approfondi dans l'agriculture et dans la foresterie et par des instruments de politique publique. Ces résultats traduisent une dynamique collective vers une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les décisions publiques et privées, en conformité avec les ambitions du cadre mondial de la biodiversité de Camille Montréal et en conformité avec les objectifs béninois de conservation de la biodiversité et du capital naturel pour la nature et pour les hommes. L'AFD est très honorée d'avoir pu accompagner techniquement et financièrement ce processus-là. Et nous sommes tout autant contents des résultats de tout ce processus. Et surtout en termes de mobilisation et de diversité des acteurs, la pertinence des propositions qui ont été faites. C'est aussi l'occasion pour les participants d'assister à des témoignages qui justifient la pertinence de ce projet au Bénin. Nous avons aussi identifié que l'approche territoriale va être un aspect très important
et ce qui nous a permis donc d'identifier la TDA 4. C'est sur la TDA 4 qu'il faut agir si nous voulons vraiment être efficaces en termes donc de perte, d'arrêt de perte de la biodiversité au niveau du pays. Ces résultats, c'est des mines d'or qu'on vous remet aujourd'hui. On va le valider, on vous les remet aujourd'hui pour que les secteurs qui constituent les grandes menaces pour la biodiversité, à savoir l'utilisation massive de pesticides, la monoculture, etc., la déforestation, soit corrigée. Pour rappel, le projet BioDev 2030 est financé par l'Agence française de développement AFD dans 15 pays pilotes. Sa mise en œuvre au Bénin et dans 7 autres pays est assurée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UCN. Il vise en général à intégrer la biodiversité dans les politiques de développement. Cap sur l'hémicycle où se poursuit le défilé des membres du gouvernement devant la commission budgétaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique y a défendu le budget de son département pour l'année 2026, un montant de 90,7 milliards de francs CFA en progression d'environ 20% par rapport à l'exercice précédent. Suivant. Nous sommes passés de 75 milliards 800 millions de francs CFA à 90 milliards 600 millions de francs CFA. C'est un budget qui a connu une augmentation, ce qui a été salué par tous les députés, puisqu'ils sont conscients des enjeux sécuritaires aujourd'hui. Je crois qu'il y a une dynamique qui est enclenchée depuis quelques années. C'est cette dynamique-là qui sera maintenue. Et il s'agit donc de poursuivre le recrutement des agents de police, leur équipement, leur formation. Il s'agit aussi de la construction des commissariats au niveau de tous nos arrondissements et particulièrement au niveau des arrondissements frontaliers. Il s'agit aussi de l'équipement de la police républicaine en matériel roulant à 4 roues et à 2 roues. Voilà les principaux chantiers. Oui, il y a eu des améliorations par rapport au traitement des agents. Il y a eu des améliorations parce que nous avons augmenté les effectifs, ce qui a diminué la charge de travail et leur permet d'être plus efficaces. Nous avons aussi des primes qui sont payées à ceux qui sont dans les zones difficiles. Je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont prévues par rapport aux conditions des agents sur le terrain. Il y a eu une grande réforme au niveau de la protection civile, la réforme qui a donné naissance à l'Agence béninoise de protection civile. Et je crois qu'à ce niveau-là aussi, les équipements vont se poursuivre. C'est déjà en bonne marche d'ailleurs. Nous attendons beaucoup de véhicules qui ont déjà été commandés et qui seront réceptionnés d'ici là. La dynamique sera maintenue. Préoccupation des députés, comme d'habitude, chaque député veut que tous les arrondissements de sa commune aient de commissariat. Ça a été exprimé, nous avons pris note et nous verrons, dans la mesure du possible, comment nous allons les satisfaire. Le message que j'ai pour la population, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire de la police, c'est l'affaire de tous. Nous avons parlé d'une police républicaine, c'est une police de proximité, c'est une police qui veut que la population participe. Donc la participation de la population est essentielle. Sans la complicité de la population, la police ne peut pas réussir sa mission. Donc de tous les citoyens, nous attendons une grande complicité, une grande contribution, ne serait-ce que par l'information, surtout dans les zones à risque, telles que les zones frontalières. Contrôle de constitutionnalité, protection des droits et libertés, régulation du fonctionnement des institutions et supervision de la transparence électorale, telles sont les missions essentielles de la Cour constitutionnelle. Devant les députés, son président a rappelé ses attributions qu'il considère comme fondamentales pour la stabilité démocratique du pays. Le professeur Dorothée Sosa a présenté à cette occasion un budget stable pour l'année 2026, suivant un extrait de son intervention. Je dois d'abord donner une précision. Le budget que je viens de présenter à la représentation nationale est un budget de fonctionnement. C'est le budget de fonctionnement de la Cour. Ça ne concerne pas les élections. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'année 2026 est une année électorale. Une année pour les élections générales. Et c'est la première fois que nous expérimentons cette façon de fonctionner dans notre pays. Alors, le budget de fonctionnement de la Cour, strictement parlant, eh bien, s'élève à 2 milliards 700 millions.
et en valeur absolue constante par rapport au budget de l'exercice en cours. Alors, le budget qui finance les élections, c'est déjà disponible. Et en fait, il s'agit de deux budgets séparés. Il y a le budget des élections législatives, 1,7 milliard. Le budget de l'élection présidentielle, 1,9 milliard. Ces budgets sont déjà disponibles et ne s'insèrent pas dans le budget de fonctionnement de la Cour. Ce budget porte essentiellement sur le fonctionnement, ne porte pas sur des investissements, pour une raison très simple. Souvenez-vous que l'année dernière, je vous ai annoncé ici que la Cour est en train de préparer un plan stratégique. Ce travail est encore en cours parce que nous avons eu besoin de faire appel à des techniciens qui ne sont pas de notre institution, donc à des compétences vraiment pointues. Et ça nous a fait prendre plus de temps qu'on ne l'avait estimé. Et nous ne pourrons demander plus de moyens que sur la base de cet outil. La question principale que j'ai relevée, c'est celle qui consiste à me demander si nous n'avons pas d'ambition. Et naturellement, j'ai dit que nous avons des ambitions, mais qu'il faut les présenter scientifiquement. Il ne faut pas aller devant les autorités financières ou venir à la représentation nationale et commencer à réclamer des choses non sensées, non réfléchies, non calculées véritablement. C'est pour ça que, en fait, nous avons pris rendez-vous pour l'après-budget 2026. Nous souhaitons que notre pays soit en paix, que chacun exerce son devoir national dans la confiance, parce que nous voulons un pays bien construit, un pays où chacun vit vraiment sa vie dans la paix, que chacun puisse veiller au devenir de ses enfants sans trop d'appréhension. Donc il faudrait que chacun d'entre nous fasse sa part pour que cette chance que nous avons de vivre dans un pays qui jusque-là, en tout cas à part nos frontières qui sont chahutées aujourd'hui, qui jusque-là est un pays qui globalement vit paisiblement. Place à présent au tour de l'actualité hors de nos frontières. L'armée soudanaise a indiqué avoir repoussé de manière décisive une nouvelle attaque des forces de soutien rapide sur Bab Moussa malgré un cessez-le-feu unilatéral proclamé par le groupe paramilitaire. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le porte-parole de l'armée a accusé les FSR de viser quotidiennement la ville avec des bombardements d'artillerie et des drones stratégiques. Le reportage. Ce mardi, l'armée soudanaise a repris le contrôle de la localité de Mabsout dans l'état du Kordofan du Sud après des combats avec les forces du mouvement populaire de libération du Soudan du Nord, alliés des forces de soutien rapide. La reprise de Mabsout, située à l'ouest de la ville d'El Abbasi à Tagali, permet à l'armée de contrôler désormais toutes les zones à l'ouest de cette localité stratégique qui relie le nord et le sud du Kordofan et commande des axes de circulation essentiels pour les civils et les militaires. Dans le Kordofan occidental, l'armée a également repoussé une attaque des FSR sur la ville assiégée de Bab Moussa où 177 000 habitants ont fui depuis plus de 2 ans. Le cessez-le-feu unilatéral proclamé par les FSR le 24 novembre a été qualifié de manœuvre médiatique par l'armée qui affirme protéger les civils conformément aux droits humanitaires. Depuis le début du conflit en avril 2023, au moins 40 000 personnes ont été tuées et 12 millions déplacées. Les FSR contrôlent désormais le Darfour tandis que l'armée conserve la majorité des autres États, y compris Khartoum. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé ce mercredi ses préoccupations face à une intensification de la répression contre les opposants politiques et les médias en Ouganda. L'organisation a exhorté les autorités du pays à mettre un terme à ces agissements dans le contexte de l'approche des élections générales prévues pour janvier 2026. Suivant. À moins de 2 mois des élections en Ouganda, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Dans une déclaration enregistrée le 3 décembre 2025, la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, dénonce une intensification de la répression visant l'opposition et les médias.
Il est profondément regrettable que les campagnes électorales aient une fois de plus été marquées par les arrestations arbitraires généralisées, des détentions et l'utilisation d'une force inutile ou disproportionnée contre l'opposition, ainsi que par des restrictions injustifiées de la liberté de la presse. Nous demandons instamment aux autorités ougandaises de mettre fin à la répression, de cesser d'utiliser de telles tactiques répressives et de permettre aux Ougandais d'exercer pleinement et pacifiquement leur droit de participer aux affaires publiques de leur pays, le jour de l'élection et par la suite. Ces élections ougandaises prévues en janvier 2026 s'annoncent sous haute tension dans un climat politique de plus en plus verrouillé. Plusieurs partis d'opposition dénoncent déjà une campagne entravée et des conditions inéquitables. Emmanuel Macron s'est rendu en Chine ce mercredi pour une visite d'État de 3 jours. Le président français cherche à obtenir l'appui de Pékin pour faire pression sur la Russie en faveur d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Le président français entend défendre un programme de coopération économique et commerciale visant à instaurer un équilibre. Le reportage. Le président français Emmanuel Macron a été accueilli jeudi à Pékin par le président chinois Xi Jinping pour une visite de 3 jours axée sur la coopération économique et les crises internationales. Macron doit promouvoir les échanges commerciaux, attirer des investissements chinois et négocier un meilleur accès de ses exportations au marché chinois. Il entend également convaincre Pékin d'exercer des pressions sur la Russie pour un cessez-le-feu en Ukraine. La Chine est prête à œuvrer avec la France en gardant toujours à l'esprit les intérêts fondamentaux de nos peuples et les intérêts à long terme de la communauté internationale, afin de surmonter les diverses perturbations, de privilégier un dialogue d'égal à égal et une coopération ouverte, et de garantir que le partenariat stratégique global franco-chinois progresse de manière plus stable et efficace au cours des 60 prochaines années. Après l'accueil au palais de l'Assemblée du peuple et la réunion bilatérale, les deux dirigeants signeront des accords dans l'énergie, l'agroalimentaire et l'aéronautique. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été présenté ce mercredi à Paris lors d'une étape inscrite dans sa tournée promotionnelle. Cette exposition constitue l'une des étapes programmées sur le parcours du trophée avant son transfert vers d'autres capitales et enfin le Maroc. Après Paris, le trophée poursuivra sa tournée dans le cadre du Trophy Tour officiel, c'est après moi. Diaspora Tour 2025 est à Paris. Après Londres, le trophée de la CAN est présenté à la diaspora africaine de France. L'occasion pour les légendes du continent de se laisser aller au jeu des pronostics pour la prochaine édition qui s'ouvre dans près de 2 semaines au Maroc. Yaya Touré, vainqueur 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations, a donné ses favoris. Les plus grands favoris, il y en a. Le Maroc, par exemple, Sénégal, beaucoup de respect pour l'Égypte. Salah, l'Algérie en plus, parce que l'Algérie, attention, l'Algérie, cette année, je vois un peu l'Algérie différemment par rapport aux années précédentes. Et puis la Côte d'Ivoire, sûrement, quand même. L'ancien milieu défensif ivoirien s'est également prononcé sur le calendrier de la compétition, évoquant l'importance des footballeurs africains dans les championnats européens. Le sujet fait débat au moment où la FIFA repousse la date de libération des joueurs par leur club pour la CAN. Tous nos plus grands joueurs qui évoluent en Europe, qui participent, et souvent ça fait beaucoup de dégâts quand on voit ces joueurs qui quittent les clubs et les clubs sont déjà après, je crois, diminués. Et ça cite un peu l'exemple comme quoi, c'est vrai que la CAN, les gens n'en parlent pas assez ou bien les gens peut-être un peu négligent, mais tous les grands joueurs africains qui évoluent dans les grands clubs en Europe sont des Africains. Après Paris, la Diaspora Tour 2025 mettra le cap sur Tokyo. La 35e édition de la CAN est la première de la compétition organisée pendant la période de Noël et du Nouvel An. C'est tout pour ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Merci pour votre fidélité et suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.